Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Cette émission intervient à quelques jours de la célébration par la République démocratique du Congo de son 57e anniversaire d'accession à l'indépendance. Et pour ce faire, nous avons quand même jugé utile de parler de quelqu'un peut-être très peu connu, mal connu ou pas connu du tout. Il s'agit de Joseph Kasavubu. Qui était-il? Quelle était son idéologie? Et pourquoi ce personnage pourtant historique ne suscite pas d'intérêt dans l'histoire de la République démocratique du Congo? Nous en parlons tout au long de cette émission avec notre invité de ce soir. Heureuse pour moi de retrouver Flavien Masunda. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Anthropologue et historien. Donc on va... Et un peu aussi de la famille de Kasavubu. Oui. Hein, on parlera brièvement, sommairement de ça, mais parlez-nous de lui. Est-ce que vous l'avez connu, vous, en tant qu'homme d'abord En tant qu'homme, oui, je l'ai connu tout petit, hein, bien entendu, parce que, bon, je vais dire, il est mort en 69. Quand il est mort, j'avais une dizaine d'années, 10 ans, donc je l'ai très très peu connu, surtout après son départ du pouvoir, entre 65 et 69. On le côtoyait à la maison, c'était un homme affable, très gentil, accueillant, simple même, très très simple. Oui, c'est la caractéristique de Né Congo, mais on parlera de ça. Peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut parler de Kasavubu, mais revenons-vous en tant qu'anthropologue ou historien, au-delà de cette personnalité familiale, affable, comme tu l'avais dit, vous avez eu le temps de l'étudier après? Oui, j'ai fait quand même quelques recherches pour situer un peu le personnage par rapport à notre indépendance, qui était le sujet central à cette époque-là, qui galvanisait les aspirations de nos populations. En fait, en tant que personnage, il n'y avait pas que lui, hein, il y avait beaucoup d'autres. Mais je me suis intéressé à beaucoup d'autres, spécialement à Joseph Kasavubu, parce qu'il a quand même été l'un des personnages qui a cristallisé les aspirations des populations à l'indépendance. Alors, on peut parler brièvement de trois périodes. La période qui précède la prise de conscience des populations, c'est-à-dire sa formation en tant qu'individu, et puis l'engagement politique jusqu'à l'aboutissement, donc au 30 juin 60, et puis un petit peu après, disons, son passage à la tête de notre pays. Alors, très bien, on parle quand même un peu de l'homme, ses origines. On sait que Kasavubu est de Bas-Congo ou Congo central actuellement, mais d'où il vient plus précisément, de quel village, si on peut dire? Alors, Kasavubu, il est de Singini. Singini, c'est un petit village dans le Mayombe, donc dans les territoires de Tchela. Alors, il est de Singini, donc Singini est un village qui dépend de la mission de Dizi, mission catholique de Dizi. Donc, d'après beaucoup d'historiens, beaucoup d'écrivains sur Kasavubu, on ne sait pas exactement à quelle date exactement qu'il est né. Il y en a qui parlent de 1913, certains parlent de 1915 et d'autres encore de 1917. Il se fait que quand il quitte son village pour aller à l'école primaire, à la mission de Dizi, les prêtres à l'époque évaluaient, parce qu'ils ne savaient pas exactement à quel moment les gens étaient nés, ils évaluaient par rapport au physique de l'enfant, par rapport à la dentition, par rapport à ce genre de critères pour déterminer à peu près l'âge. Donc quand il arrive à la mission de Dizi pour commencer son école primaire, eh bien on a évalué qu'il avait à peu près 9 ans ou 10 ans. Voilà, donc on ne sait pas exactement à quel moment il est né, mais ça se situe aux alentours de 1915-1917. Comment était-il comme élève? Brillant, moyen, discret? Alors, d'après ce que nous savons des historiens, surtout des Belges, qui avaient beaucoup écrit sur lui, c'était un garçon calme, très enthousiaste, qui jouait avec tout le monde, et pas du tout colérique. Il était vraiment ouvert à tout le monde. C'était déjà sa particularité, tout petit. Voilà. Et mais quand est-ce qu'il a décidé d'embrasser la carrière politique? Ça, c'est venu après, parce qu'après ses études primaires, il est allé donc au petit séminaire. Il a suivi une formation de séminariste, donc, avec une vocation pour devenir prêtre. À l'époque, c'était pratiquement la seule, la seule voie pour quelqu'un qui voulait faire des grandes études.
Et donc après le séminaire, le petit séminaire, il va aller au grand séminaire. Alors c'est là qu'il va véritablement se forger en tant qu'individu. Et d'après ses condisciples de l'époque, qui rapportent que c'était quelqu'un de très sociable, de très ouvert, de très jovial, et surtout déjà de très réservé, astucieux. Et tiens, il y a une anecdote à ce sujet-là. Et ça nous est rapporté par un certain François Malonde, qui est décédé, qui était son condisciple au grand séminaire, qui disait, voilà, quand ils avaient leur petite ration, le petit pain du petit déjeuner, eh bien, M. Kasavubu, il était très économe. Il mangeait un bout, il en gardait un. Non, comme tout le Congo. Il en gardait un, et il le mettait dans son casier avec un petit signe. Mais les gens ne savaient pas qu'il mettait un petit signe. Alors, quand un ami ou un collègue de dortoir s'amusait à lui prendre un petit morceau, il revenait après, il savait toujours qu'on avait touché à ses affaires. Parce qu'en fait, il mettait des petits signes. Donc, c'était déjà quelqu'un de très ordonné, très discipliné, très rangé et très astucieux. Et quel a été l'élément déclencheur qui a un peu poussé Kasavubu à faire de la politique, à créer la Bako? Oui, je pense que c'est inhérent à sa personnalité, à son caractère. Parce que déjà au séminaire, on rapporte qu'il n'aimait pas l'injustice. Voilà, preuve d'ailleurs, il a été renvoyé du séminaire pour ça. Parce qu'il faisait des remarques au père supérieur et à d'autres prêtres. Voilà, vous nous enseignez ceci, vous nous amenez la Bible en disant voilà que nous sommes tous les fils de Dieu, nous sommes égaux, etc., etc. Mais dans la pratique, nous voyons autre chose. Kasavubu rebelle, non, on ne l'a jamais présenté comme ça, révolutionnaire. Oui, un petit peu, hein, pourquoi pas, n'ayons pas peur des mots. Je pense que dans son esprit, il était déjà pas rebelle, mais disons quelqu'un qui aimait la justice, profondément la justice. Alors vous disiez, il y avait comme ça l'élément déclencheur. Oui, je pense que il faut chercher ça dans son caractère. Et d'ailleurs, lorsqu'il quitte le séminaire, il s'engage dans la vie active. Il devient enseignant à Kangou, et la première révolte des enseignants, on l'impute quand même à Kasavubu. Ça, les gens ne le savent pas. Donc il n'était pas si naïf quand le non, pas du tout. Il a enseigné, il a revendiqué en fait un salaire digne pour nourrir sa femme et ses enfants. Et en ouvrant cette brèche, les autres enseignants ont emboîté le pas, et voilà, c'était la première révolte déjà en 1940. Et comment on est arrivé? D'ailleurs, au Mayombe, on appelle ça Difoué Minabaïs, c'est-à-dire ce qui a fait fâcher les enseignants, c'est le riz. Voilà. Alors, jusqu'à ce qu'on arrive à la création de la Bako, comment ça s'est fait? Alors, donc ça, nous sommes en 40, donc il est à Kangou, et puis donc à la suite de cette révolte des enseignants, il est renvoyé en fait, il est renvoyé du corps enseignant. Il va trouver du travail dans une entreprise toujours du Mayombe, à Griffort, et où il va évoluer, toujours esprit revendicatif, il réclame des droits, etc. Et puis donc on le chasse à nouveau. On le chasse avec ordre pour toutes les entreprises du bas-fleuve de ne pas engager M. Kasavubu. C'est comme ça qu'il prend ses bagages, il plie bagages avec femme et enfants, il s'amène à Kinshasa en 41. Il arrive ici, il trouve du travail, il était locataire quelque part ici à Lingwala, sur Kibati numéro 95 je pense. Et donc il va trouver du travail comme commis principal à l'administration générale des finances. Donc il est chargé en fait de payer un peu tous les agents. Alors, fort de son expérience dans le Mayombe, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours été mal compris par les supérieurs, il se fait discret, il se fait calme. Mais au sein de cette entreprise, enfin de l'administration publique, il rencontre Jean Bolikango, qui lui aussi travaillait là-bas. Et à l'époque, les partis politiques n'étaient pas autorisés. Les seuls regroupements qui étaient autorisés, c'était des associations culturelles, les anciens des écoles des frères, les anciens des écoles des pères, les anciens de ceci, etc. Et donc, Bolikango, à l'époque, animait déjà l'ADAPES, donc les anciens des écoles des pères de Scut. Et Kasavubu, étant un ancien séminariste, était aussi un ancien des Scut. Donc on l'invite, il arrive, il écoute les gens, il ne parle pas, il est discret. Et puis un beau jour, Bolikango lui demande d'animer une conférence. Au départ, il ne voulait pas. On a insisté, puis finalement, il dit ok, d'accord, il prend la parole et il prépare son document intitulé Le droit du premier occupant. Nous sommes en 1945, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 45. Et donc voilà, dans ce document qui est un véritable pamphlet contre l'administration coloniale, les injustices, tout ça, etc. Déjà en 45.
Le nouveau, il est mis en garde, il a failli perdre son emploi, il est mis en garde, il se fait discret. Donc nous voyons déjà que par son tempérament, c'est quelqu'un qui était foncièrement pour la justice et surtout la justice sociale. Et comment est-ce qu'il a été porté à la tête de l'Abaco juste après? Alors, à la suite de ce genre d'intervention, il est remarqué par les milieux, disons, évolués de la capitale. Et c'est comme ça que Nzeza Landou, qui est donc le créateur de l'Abaco, l'association culturelle des Bakongo, sur instigation en fait des prêtres, parce que Nzeza Landou est de la Lukaya ici, qui était à dominance jésuite à l'époque, et ses anciens maîtres, les prêtres blancs, l'ont poussé en fait à créer cette association culturelle Bakongo pour la défense de la langue Kikongo et la culture Congo. Parce qu'en fait, ils considéraient, les Bakongo de l'époque, que Kinshasa c'était quand même Léopoldville à l'époque, c'était le territoire Bakongo, et que la langue Lingala commençait à prendre le devant. Il fallait donc, c'était ça la motivation, défendre quand même la culture Congo dans leur terre. Et voilà comment Nzeza Landou est amené à créer cette association culturelle pour la défense de la culture et de la langue Congo en 1950. Donc Kasavubu est déjà commis à l'administration générale des finances. Et voilà, à la suite de ça, et comme les milieux à Congo, les élites, ils se rencontraient fréquemment, régulièrement, il va apprendre qu'il y a un certain monsieur Kasavubu qui travaille aux finances, qui est donc très éveillé, tout ça, etc., qui fait des bonnes déclarations, tout ça, etc. Et donc, Nzeza Landou va l'inviter à venir adhérer à l'Abaco pour défendre la culture Congo. De nouveau, il refuse. À 3 reprises, il refuse. Il dit, voilà, ça m'a toujours attiré des problèmes, tout ça, etc. On insiste, finalement, il vient. Il adhère donc à l'Abaco, et nous sommes dans les années 53 déjà, et en 54, à l'arrivée d'un gouvernement socialiste en Belgique, qui permet quand même, avec le nouveau vent qui arrive disons la prise de conscience des pays colonisés, des populations colonisées dans les colonies anglaises, françaises, etc. Et à la suite de ça, donc avec l'arrivée d'un gouvernement socialiste en Belgique, la Belgique autorise quand même que les Congolais puissent s'organiser en force politique. C'est comme ça que lui, il est élu à la tête de l'Abaco, il le transforme en parti politique, donc le premier parti politique congolais. Voilà. Alors comment ou quand est-ce que s'est fait la rencontre entre Kasavubu et Lumumba? Ça c'est beaucoup plus tard, parce que déjà quand il arrive à la tête de l'Abaco, les Bakongo qui étaient là lui posent la question, voilà, venez adhérer parce que nous devons défendre la culture Congo et la langue Kikongo. Il dit, mais vous allez défendre votre culture, mais vous n'êtes même pas libre. Oh. Ah oui, donc il faut commencer par défendre votre liberté. C'est comme ça qu'il va les exhorter en fait à se transformer en parti politique. Là nous sommes en 54. Et puis en 55, je vous ai dit, avec l'arrivée d'un gouvernement socialiste en Belgique, la Belgique prend conscience avec tout ce qui se passe dans les colonies anglaises et françaises qu'il faut quand même préparer les transformations au Congo, sinon ça va nous tomber sur la gueule. Et donc on permet l'autorisation de créer des partis politiques, on essaye de... C'est à ce moment-là qu'arrive ce qu'on appelle la création des écoles laïques. Des écoles laïques, et on prépare, on met en place des écoles de métiers, tout ce qu'on a appelé à l'époque EPOM, et tout ça, etc. Et voilà, donc la Belgique s'engage véritablement dans la préparation des populations congolaises vers, disons, une formation pour se responsabiliser dans la gestion pour collaborer avec le Belge et perpétuer en fait la colonisation sous une autre forme. Alors, voilà, donc nous sommes aux alentours des années 55. Et il y a le professeur Van Bilsen, donc, qui était déjà professeur laïque au Congo, qui sort un manifeste. Il sort un écrit en disant, voilà, si les Congolais aujourd'hui, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est notre faute à nous les Belges, parce qu'on ne les a pas préparés. Et avec tout ce qui se passe, la Belgique ne peut pas fermer les yeux sur tout ce qui se passe dans l'autre colonie. L'Afrique est véritablement engagée vers une voie d'émancipation, donc nous devons nous préparer à cela. Et voilà, ce document est là, et puis qui reste un peu discret. C'est seulement une année après que les Congolais tombent dessus, avec le groupe de conscience africaine. Nous sommes en 56.
vont réagir. Conscience africaine, animée par l'abbé Maloula, qui était encore abbé à ce moment-là, Joseph Iléo, Adoula, Antoine Roger Bolamba, enfin, un groupe d'évolués, des intellectuels, des anciens de Sainte-Anne, qu'on appelait Saint-Joseph à l'époque. Et voilà, et en ce moment-là, Lumumba est encore à Stanleyville. Stanleyville, il travaille donc au service des postes là-bas. Stanleyville, c'est encore Kisangani. Alors, donc, il a eu quelques démêlés avec la justice. Il a perdu son poste. C'est comme ça qu'il va émigrer vers Léopoldville. Il arrive ici fin 57. Il trouve une effervescence des idées politiques, d'émancipation dans la capitale. Et il intègre donc le groupe de conscience africaine. Alors, il intègre ce groupe. Et puis, quand le groupe réagit par rapport au manifeste de Van Bilsen, 2 semaines après, la Bako réagit, donc véritablement il y a une effervescence politique au sein des élites, et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer dans des circuits, parce que après la publication de la lettre de la réaction de la conscience africaine, il y a un document qui est signé par les élites noires en direction de la Belgique pour demander en fait l'émancipation. Et ce document est signé presque par tous. Nous retrouvons les signatures de Joseph Kasavubu, de Lumumba, de Iléo, de Cyril Adoula. Donc des gens qui n'étaient pas forcément idéologiquement unis, mais qui réagissaient par rapport à leur aspiration à plus d'émancipation. Et puis on va quand même essayer de sauter les étapes. On arrive à cette fameuse table ronde. C'était encore en 1960, en début janvier. 20 janvier, 20 février. Oui, en 1960. Comment est-ce qu'on est arrivé à porter Kasavubu à la tête du pays? Comment il est devenu premier président? On a sauté les étapes, c'est vrai, parce qu'il y avait toute une préparation pour arriver à la table ronde, parce que déjà en 59, le pays était divisé en 2 camps. Il y avait ceux qui voulaient un pays fédéral, d'organisation fédéraliste, et ceux qui voulaient une organisation centralisée de pouvoir, les unitaristes en fait. Donc les fédéralistes ont retrouvé Kasavubu, les Kalonji, les Tchombe et consorts, et de l'autre côté il y avait donc les Lumumba et les Sereya, et Kachamura, et etc., etc. Enfin bref, on saute un peu, on arrive à la table ronde de Bruxelles, où se retrouvent donc les élites politiques et autres, chefs coutumiers, etc. On détermine la date de l'indépendance parce que c'était déjà décidé bien avant, lors de la déclaration gouvernementale du 13 janvier 59, donc une année avant. Alors maintenant, comment Kasavubu arrive à la tête du pays? C'est vrai que là, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup des choses qui n'ont pas été dites, des gens qui font des déclarations sans avoir gratté, vérifié, etc. Nous sommes en politique, madame. Nous sommes en politique. Après la table ronde, on arrive au pays, on organise les premières élections législatives au mois de mai, avril-mai. Nous avons le premier parlement. Et nous avons une loi fondamentale, donc la constitution, la première de la République, qui est élaborée par les Belges, calquée sur la constitution belge. Donc un président qui règne comme un roi, qui n'a pas de pouvoir de gestion. Un premier ministre qui gouverne, qui gère. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette effervescence, on arrive, nous avons le premier parlement. Maintenant, il faut mettre en place un gouvernement, les institutions, parce que la date du 30 juin est déjà connue. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à l'issue des élections de 60, le premier parlement, il n'y a aucune majorité absolue qui se dégage. Alors, il y a une majorité relative du MNC, de Lumumba, et alliés. Nous avons 137 sièges au Parlement. Sur les 137, le MNC a 41 sièges. Bon, un petit calcul, il n'a pas la majorité, parce que la majorité c'est 68. Donc il a 41. Donc M. Gantchoff, qui est donc le ministre chargé des colonies, le dernier, il est embarrassé, il ne sait pas qui nommer Premier ministre. Parce que c'était le Parlement qui était censé élire le président. Oui, c'était décidé dans la loi fondamentale. Hein. Donc le président est élu au suffrage universel indirect. Donc il est élu au Parlement. Alors, mais nous n'en sommes pas encore là. Il faut former déjà le gouvernement. Avec une majorité relative, ce n'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'il fait M. Gantchoff, qui est donc le dernier ministre des colonies? Il va nommer un informateur qui va essayer de réunir une majorité suffisante. L'informateur, c'est qui? M. Lumumba. M. Lumumba fait le tour des partis politiques
pour former cette majorité recherchée. Au premier coup, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à réunir cette majorité. Monsieur Ganchoff le décharge, va charger Joseph Kasavubu. C'était les deux personnalités qui pointaient en fait, parce que le MNC a 41 sièges, le deuxième qui suivait c'était la Bako, mais avec seulement 12 sièges. Alors donc le deuxième informateur c'est Kasavubu, qui lui aussi fait la ronde des partis politiques. Il n'arrive pas. Donc on est bloqué en fait. Politiquement on est bloqué. Alors on renomme Lumumba formateur. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en politique. Il négocie. Ça se passe la nuit du 22 juin. Il négocie. Alors, Lumumba, il se rencontre avec Kasavubu. Il y a même des écrits, hein. Il y a même des écrits. Ils s'écrivaient habituellement. Ils se sont rencontrés, ils se sont écrits. Alors, Kasavubu, dans la négociation, va poser une condition. Il dit, ok, je vous apporte mon appui. Il y a une condition que vous me... Au retour, vous me soutenez comme candidat président de la République. C'est un deal politique. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui encore, on le sait. On le voit, pas seulement dans notre pays, dans tous les pays. Il faut dire que la culture des négociations, de dialogue remonte. Hein, ouais. Bon, peut-être par rapport négociation et dialogue, c'est pas la même chose. C'est deux choses distinctes. C'est pas la même chose. Ouais. Dialogue, c'est lorsqu'on dialogue, on partage la parole avec un vis-à-vis ou plusieurs. Ça mais dépend au finish, encore. Quand on arrive à céder quand même une partie... Là, ce n'est plus un dialogue, là, c'est une négociation. Donc là, et après ces négociations entre Kasavubu et Lumumba, après ce deal... Hein, oui, ça aboutit, et donc on est allé au vote donc, le 24 juin, et donc avec deux candidats au poste de président de la République, donc Jean Bolikango et Joseph Kasavubu. Donc Kasavubu a été élu. Confortablement. Et il va travailler pendant 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et puis ça y est, on l'a oublié. Comment vous arrivez à justifier? C'est comment alors, arriver à justifier le fait qu'on l'ait éclipsé comme ça de l'histoire de la RDC? Je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Kasavubu, après son mandat, il a été évincé par un coup d'État militaire. Et dans l'histoire des nations, des peuples, après un coup d'État militaire ou après une prise de pouvoir par la force, le régime qui suit fait tout pour occulter le premier. C'est tout à fait, c'est classique. Sauf que dans le cas de Kasavubu, ça a presque duré 30 ans. Oui, on l'a occulté parce que la Deuxième République a duré 32 ans. Bon, imaginez un peu 32 ans durant, vous occultez quelqu'un, on finit par l'oublier. Voilà. On finit par l'oublier. Je pense que c'est là qu'il faut expliquer cela. Et puis, les gens ne savent pas trop, parce qu'à la prise de pouvoir par le haut commandement militaire en 65, les années qui ont suivi, c'était quand même des années terribles pour la Bako et les Bakongo. Vous savez qu'il suffisait d'avoir une photo de Kasavubu dans la maison, c'était suspect. C'était suspect. Et donc... les gens se sont tus, se sont recroquevillés, ils ont pris peur. Voilà. Alors près de 50 ans après, avec tout ce qui s'est passé, le régime de Mobutu, puis Kabila le père, puis maintenant Kabila le fils, vous avez l'impression, ou actuellement vous avez l'impression qu'on tend vers... on veut redorer cette image quand même de celui qui était le premier président. Ah oui, je pense que ça c'est clair. Ça c'est clair. Il faut déjà le fait d'en parler publiquement sans problème, c'est déjà un avantage pour disons les autorités en place aujourd'hui. Le fait d'avoir érigé un monument à sa mémoire, c'est déjà quelque chose de bien. D'avoir construit le mausolée pour lui dans son village natal, c'est quelque chose de bien. Donc, et bien aujourd'hui encore, j'ai appris il y a un mois à peu près, ou 2 semaines, le ministre de la Culture qui vient de récupérer officiellement sa première résidence pour en faire un patrimoine culturel national. C'est une bonne chose. Alors il faudrait qu'on sente également cette répercussion au niveau de l'enseignement, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, ça c'est à part la symbolique, au niveau du gouvernement, il faut que le gouvernement prenne les choses en main. C'est pas parce que c'est Kasavubu, c'est parce que c'est un personnage public. En tant que premier président, il devient patrimoine national. Il appartient à tout le monde, il faut en parler, il faut que dans les enseignements au niveau de nos écoles, que le programme soit peut-être revu dans ce sens-là, pour pas seulement à Kasavubu, mais enseigner l'histoire, la véritable histoire de notre pays. Alors on dit de Lumumba, parce qu'on ne va pas être comparé avec Kasavubu, on dit mais quand même de Lumumba, c'était un nationaliste. Et quand on cite Kasavubu, que peut-on dire de lui?
Un nationaliste aussi, un patriote, nationaliste, patriote. Bon, moi, vous savez, quand on dit nationaliste, c'est vrai que nous avons des grands intellectuels dans notre pays qui comprennent les concepts, qui les ont étudiés et consorts, mais il y en a d'autres qui en parlent comme ça, bon, voilà. Le pays est fait de tout le monde, il faut accepter. Nationalisme, c'est quoi nationalisme? Il faut qu'on se mette d'accord sur le mot, le concept de nationalisme. Moi, je sais que le concept de nationalisme est né en Occident dans les années autour du 19e siècle. Même 20e siècle, d'ailleurs. 20e siècle. 19e siècle, la révolution industrielle, l'Europe commence à se lancer donc dans le grand capitalisme, etc., recherche des marchés, etc., etc., etc. Il y a une crise qui arrive au début du XXe siècle, une crise terrible, crise économique, qui fait que les nations européennes commencent à se recroqueviller, à se protéger en fait sur le plan économique. Et quand on se recroqueville comme ça, on stigmatise l'étranger. C'est un peu du chauvinisme, de la xénophobie. Xénophobie, voilà. Donc les grandes nations européennes se retournent, se replient sur elles-mêmes. Et c'est là que monte ce qu'on appelle la préférence nationale. Le nationalisme naît en ce moment-là. Poussant un peu plus loin, ça va jusqu'à ce que vous avez dit, la xénophobie, la stigmatisation de l'étranger, de celui qui est différent, etc., etc. Et voilà comment est né les concepts comme ce qui a, disons, qui a nourri la montée de la Deuxième Guerre mondiale, même la Première, etc. Voilà un peu, ça c'est le nationalisme tel que ça se présente de manière classique. Mais non, pris sous le prisme congolais, le nationalisme, à mon avis, c'est quoi? C'est qu'on confond l'amour de la patrie et le nationalisme. Hein, parce que le nationalisme ici n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le nationalisme. Protectionnisme à l'époque. Non, ici le nationalisme, à mon humble avis, quand j'écoute les gens, c'est l'amour de la patrie. Mais aimer la patrie, on peut l'aimer de mille manières. Alors, le nationalisme ici. Vous savez que quand il y a eu la montée des nationalismes... Peut-être parce que, je ne vous coupe pas, parce qu'on doit très bientôt terminer, oui. Il y avait d'un côté... Mais c'est important à préciser. Hein, c'est important à préciser. Un État unitaire, oui. C'est peut-être dans ce sens-là, oui. Et que Kasavubu voulait un État fédéral peut-être, à ce sens-là. Mais l'unitaire ou le fédéral, ce n'est pas contraire à l'amour de la patrie. C'est pas contraire. La diversité, il y a des gens qui disent que la diversité, c'est une richesse. Oui. Alors juste, on va terminer cette petite... D'aucuns retiennent de Kasavubu peut-être peu. Le mode de gestion Kasavubu, cela devrait aussi être enseigné. Bon, là, on va un peu trop vite, c'est compliqué à tout dire parce que c'est quand même un personnage vaste. Le mode de gestion de Kasavubu, c'est simple. Kasavubu arrive au pouvoir en 60, les troubles éclatent, il ne gère pas le pays. Alors, le Parlement siège. À la suite de tout ce qui s'est passé comme éclatement, comme sécession, comme tout ça, etc., à un moment donné, c'était compliqué à se retrouver. Il y a eu un conflit au sommet de l'État entre Kasavubu et Lumumba qui a fait qu'à un moment donné, l'appareil politique, l'appareil de l'État était bloqué. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque le Parlement se met siège pour décider, disons, le programme gouvernemental ou la marche du pays, les députés commencent par réclamer des émoluments dus à leur rang. Voilà. Ouais, c'est un peu comme le font nos députés actuellement, c'est plus 6 000, il faut nous donner 9 000. On ne peut pas comparer, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais il faut retenir que déjà en 61, parce que c'est là qu'ils ont parlé de l'affaire au Parlement, les députés réclament des émoluments d'ordre de 500 000 francs congolais, ce qui équivalait à peu près à 500 000 francs belges de l'époque. Hein. Et à cette époque-là, le député belge gagnait 350 000 francs. Donc le député congolais qui vient d'accéder à l'indépendance gagne déjà plus que le député belge qui est indépendant depuis un certain temps. Alors, à la suite de ça, Kasavubu, il dit, voilà, nous sommes un nouveau pays, nous avons besoin d'argent pour construire le pays, former nos jeunes, etc., etc. Il faut montrer l'exemple. Ce n'est pas nous, nous les élites, c'est nous qui dirigeons le pays qui devront commencer par... voilà. À la suite de ça, lui renonce à son salaire comme président de la République. Donc pendant tout son mandat de 5 ans, il n'a jamais été payé comme président de la République. Et puis cette anecdote où il retournait l'argent de l'émission. Oui, plusieurs fois d'ailleurs. Il fallait vraiment être à Kasavubu pour le faire. Plusieurs fois, notamment quand ils vont à la réunion de l'OIA en 63, ils arrivent là-bas. Pendant la réunion, l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie annonce qu'il prend toutes les délégations en charge.
Il est rentré à l'hôtel, il dit à ses collègues, enfin les gens qui l'ont accompagné, à sa délégation, il dit voilà, vous avez entendu comme moi, nous sommes pris en charge. Donc l'argent de l'État que nous avons amené pour nos frais d'émission, ils vont retourner dans les caisses de l'État. Et c'est ce qu'il a fait. Et tout le monde l'a traité de que ça vous basali Zoba. Bon, le Zoba là aujourd'hui, ceux qui étaient intelligents, qui ont conduit le pays à leur manière, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc il y a tellement des choses qu'on peut Il y a tellement de choses, il y a tellement des choses qui méritent qu'on en parle. Je pense qu'il n'y a pas que lui, il y a certainement eu des gens bien aussi qui ont beaucoup œuvré pour ce pays. Enfin, moi, je pense que Papa Iléo, par exemple, le premier président de notre Sénat, je crois que c'était quelqu'un de foncièrement nationaliste, disons, oui, patriote, qui a aimé son pays. C'est quelqu'un qui était infatigable pour essayer de ramener tous ceux qui étaient, qui avaient claqué la porte à la République à revenir. Autant de personnalités qui doivent devenir des cas d'école. Oui, je pense. La nation congolaise. Autant aussi ceux qui n'ont pas, c'est délicat de dire, c'est délicat parce que ça touche des gens, ça touche des familles, etc. Il y a eu des gens qui se sont méconduits, mais terriblement, et qu'il faut aussi peut-être sanctionner aujourd'hui, sanctionner ne fût-ce que symboliquement. Devoir d'histoire, devoir de mémoire. Voilà, symboliquement. Et je pense que ça pourrait contribuer au rétablissement de la morale publique. Et aider les générations futures quand même. Merci beaucoup, M. Flavien Massounda, je disais anthropologue, mais surtout historien, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, il y a tellement des choses à dire par rapport à cette personnalité, à ce personnage, et je crois que je le fais exprès. J'ai laissé carrément le temps à mon invité de beaucoup plus parler que moi, mais je crois qu'on aura le temps de reparler de ça dans une prochaine occasion. En attendant, le sens de l'indépendance. C'est à moi de vous poser la question. Quel sens vous donnez à l'indépendance? Les questions, c'est moi qui les pose. Les questions. Oui, parce que là, on va fêter, mais on va fêter pourquoi? Les questions, c'est moi qui les pose. Et je crois qu'au travers de cette émission, les gens ont quand même eu un aperçu de comment nous, on a voulu quand même. On a donné à notre manière le sens à cette indépendance, notamment en parlant de l'une de personnalités qui a effectivement marqué cette histoire de notre pays. Merci encore une fois de plus d'avoir été de nôtres. Merci aux téléspectateurs. Surtout, n'hésitez pas de nous écrire, appelez-nous, suggérez-nous vos suggestions, vos remarques seront toujours les bienvenues. Voilà, le débat continue sur notre page Facebook. Nous serons toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de Congo Web et surtout nous vous souhaitons un bon début de semaine. Au revoir et à dimanche prochain.